Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire par Aveltis. Aveltis engage la conversation. Normalement, vous m'entendez tous. Il est 9 heures, nous serons ensemble jusqu'à 10 heures ce matin, en attendant que les uns et les autres se connectent. Est-ce que on a les premières personnes qui arrivent? Oui, je vois les premières personnes qui arrivent. En attendant que tout le monde puisse se connecter, je vous propose un petit sondage sur votre motivation principale au sein de votre organisation, que ce soit une entreprise ou administration, à réduire son empreinte carbone, puisque c'est le sujet que nous allons traiter ce matin. N'hésitez pas à répondre à cette question en attendant que le webinaire démarre. Vous avez un chat qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser. On reviendra sur la question du sondage un peu plus tard dans le webinaire. On va attendre encore quelques minutes que les uns et les autres se connectent. Bien entendu, si vous avez des difficultés à nous entendre, si vous avez pour toute question, le chat est à disposition. Normalement, ça fonctionne bien, donc n'hésitez pas. Et comme évoqué, nous avons un petit sondage. On serait ravis que vous puissiez participer et nous donner votre retour sur la motivation principale au sein de votre organisation à réduire son empreinte carbone, puisque le carbone est le sujet que nous allons traiter ce matin. On ne va pas tarder à démarrer. Rassurez-vous, encore une petite minute, le temps que les uns et les autres se connectent. Parce qu'on a un programme très riche ce matin à voir ensemble pendant 1 heure. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va démarrer. Alors, de nouveau, bienvenue à tous à ce second webinaire du cycle Aveltis engage la conversation. Après avoir parlé des charges d'exploitation lors d'un premier webinaire, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour traiter d'un sujet clé, celui du bas carbone, qui est imminemment d'actualité, comme nous allons le voir par la suite avec nos différents intervenants. Et l'angle de ce webinaire est vraiment axé autour de l'engagement par rapport à l'enjeu du bas carbone, avec une thématique que nous vous proposons ce matin: bas carbone, fini les annonces, place à l'engagement. C'est un webinaire proposé, une initiative originale proposée par Aveltis, avec le soutien de Green Solus. Alors, quelques mots avant de démarrer. Donc, je m'appelle Elaïtienne Denoy, je suis la directrice générale et associée de Green Solus et je serai votre modératrice ce matin. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, nous solliciter dans le chat pour toute question, toute difficulté, toute interrogation que vous auriez au cours de ce webinaire. On est vraiment à votre disposition.
Et alors par rapport au contenu qui vous attend ce matin, nous allons traiter de trois sujets clés. D'abord, vous aurez un aperçu des enjeux et tendances actuelles en matière de lutte contre le changement climatique. On est sur la thématique clé du bas carbone avec un focus sur l'immobilier tertiaire en exploitation. Donc ça va être le focus ce matin. Et vous aurez un aperçu de la solution innovante mise au point par Aveltis pour y répondre en s'engageant sur les résultats. Cette notion de garantie carbone, vous repartirez avec les clés pour bien comprendre ses tenants et ses aboutissants. Alors ce matin, nous allons être ensemble pendant 1 heure, donc de maintenant jusqu'à 10 heures, et on fera le maximum pour bien tenir le timing avec 45 minutes de présentation et d'intervention de nos intervenants. Vous verrez que en termes de format, on a choisi un format dynamique alternant des pitchs de contenu et des interviews, et on laissera 10 minutes de questions-réponses par rapport aux interrogations que vous aurez exprimées dans le cadre du chat. Et donc, je réinsiste sur ce volet-là. Surtout, n'hésitez pas à vous manifester, à intervenir, poser vos questions. Le chat sera accessible pendant toute la durée du webinaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les intervenants que vous voyez à l'écran. Je suis ravie d'accueillir nos quatre intervenants, Guillaume Parisot, Christian de Pertuis, Christophe Rodriguez et Isabelle Claire. Et je vais les laisser se présenter. On va tout de suite démarrer avec Guillaume Parisot. Guillaume, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Guillaume Parisot. Donc, je suis le président d'Aveltis. Donc, on est ravis de vous accueillir et intervenants et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Aveltis, donc pour mémoire, c'est un opérateur engagé de bâtiments de bureaux. Donc opérateur, nous fournissons tous les services au bâtiment, et engagé parce que vous verrez qu'on le fait dans le cadre d'un engagement, non pas de moyens, mais de résultats, et ça va être un des thèmes du jour. Merci Guillaume. Donc Guillaume présentera les enjeux et le principe de la garantie carbone développé par Aveltis pour les acteurs de l'immobilier. On verra ça juste après. Christian de Pertuis, si vous voulez nous dire 2 mots sur vous en guise d'introduction, si vous m'entendez bien, toujours. Bonjour, je vous entendais très bien, mais j'avais oublié de brancher mon micro. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Moi, je suis prof à Dauphine et j'ai totalement changé mon enseignement entre 2003 et 2005, puisqu'avant, je ne m'intéressais pas tellement à l'environnement et encore moins au changement climatique. Et tout a basculé en 2 ans parce que j'ai eu la chance de rencontrer des climatologues. Voilà. Et depuis, j'essaye d'enseigner l'économie du climat. Vous allez nous parler de tout ça plus en détail également juste après. Vous avez rédigé un ouvrage et vous mettrez en perspective la lutte contre le changement climatique dans le contexte de la Covid-19. On sera ravis de vous entendre sur le sujet. Et Isabelle Claire, merci d'être avec nous. Si vous pouvez nous dire 2 mots. Alors, ce n'est pas tout à fait ma photo, voilà. Non, vous êtes là. Donc Isabelle Claire, je suis la responsable de l'immobilier de placement au sein du groupe AG2R La Mondiale, donc l'immobilier d'investissement qui correspond à peu près à 6,6 milliards actuellement sous gestion. Et vous partagerez votre retour d'expérience sur la transition bas carbone du parc d'AG2R La Mondiale. Et puis notre quatrième intervenant que je n'oublie pas, Christophe Rodriguez. Oui, cette fois, c'est bien moi. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous pour parler de 2 sujets chers à mon cœur, la transition bas carbone et la garantie de résultats. Donc, moi, je suis directeur général adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Nous sommes une alliance d'acteurs économiques de la construction et l'immobilier qui réunissent leur expertise, leur connaissance opérationnelle pour créer les conditions d'une transition environnementale très ambitieuse, mais connectée à une réalité de marché. Voilà. Très heureux d'être avec vous.
Merci Christophe, merci à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder un petit peu les résultats qu'on a eus sur les premières minutes d'intervention par rapport à la question de la motivation principale à réduire son empreinte carbone. Donc on a eu des retours sur le fait de répondre à des évolutions réglementaires et de pouvoir les anticiper, différencier commercialement ces bâtiments auprès des preneurs, accéder à de nouvelles sources de financement. Je vois également renforcer sa marque employeur, donc une motivation forte à intégrer ce sujet dans les organisations. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va démarrer par une introduction que nous propose Guillaume Parisot sur la garantie carbone. C'est le sujet de ce matin. Alors rien de mieux que de démarrer par la définition pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Guillaume, c'est à vous. Oui, voilà. Donc, lors du premier épisode, Aveltis engage la conversation, nous vous avions parlé du principe de la garantie de charge. Et aujourd'hui, effectivement, le thème de ce séminaire, c'est une démarche assez complémentaire qui permet également de soutenir le développement durable dans l'exploitation des bâtiments tertiaires, en l'occurrence la garantie carbone. Alors, si on fait un petit retour arrière sur la période que nous vivons actuellement, il y a beaucoup de sujets qui, dans le cadre de la crise sanitaire, mais pas que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de sujets, évidemment, qui ont été, en période de crise, un peu mis de côté, puisque tout le monde s'est recentré sur son core business, sur ses fondamentaux. Et en fait, un des enseignements de cet épisode, c'est la formidable résilience de tout ce qui est développement durable, investissement socialement responsable et également bas carbone. Et en fait, c'est une très bonne nouvelle parce que si on pouvait, avant crise Covid, se poser des questions sur peut-être des effets de mode qu'on pouvait voir dans ces démarches, la formidable résistance qu'ont eu tous ces sujets pendant la période de crise nous montre que en fait c'est devenu un fondamental de l'immobilier et je dirais de manière plus générale de toute activité humaine, de toute activité économique. Alors, pourquoi on parle du carbone ? L'intérêt du carbone, c'est qu'en fait, tout peut être converti en carbone. C'est une unité qui est assez fédératrice et qui permet de matérialiser, de comptabiliser l'impact environnemental de toute activité économique humaine et finalement de comparer un peu des choux et des carottes, mais de les remettre dans la même unité. Et donc, ça nous a fait penser chez Aveltis à mettre en place cette garantie carbone sur le même principe que la garantie de charge, parce que nous restons dans le même credo qui est le professionnel en charge de l'exploitation du bâtiment doit prendre un engagement très fort sur la performance de celui-ci, performance qui était hier une performance de qualité de service, une performance économique. Eh bien, il nous semblait fondamental d'y adjoindre un volet de performance environnementale, performance écologique. Et donc, c'est vraiment ça qui a présidé à la création de cette garantie carbone adossée à la garantie de charge. Alors, de manière assez simple, en fait, au même titre qu'on va prendre un engagement de résultat sur la performance économique au travers de la garantie de charge, eh bien là, on va comprendre le fonctionnement du bâtiment, le modéliser, déterminer finalement le bilan carbone théorique du bâtiment, qui va devenir le bilan carbone d'engagement. Et après, donc, on va faire en sorte de piloter tout au long de l'année le bâtiment afin qu'on reste dans l'épure de la modélisation qui a été faite. Et puis, à l'instar de ce qui se passe sur la garantie de charge, s'il y a dépassement, eh bien, c'est Aveltis, dans le cadre de son engagement de résultat, qui finance sur fonds propres la différence. Et en l'occurrence, quand on parle de garantie carbone, eh bien, pour finalement compenser un écart, eh bien, on va financer sur fonds propres des projets de compensation carbone. Alors évidemment, et on y reviendra, ça reste une mesure de dernier recours. L'objectif, évidemment, c'est de tenir l'objectif de réduction.
Alors merci Guillaume pour ce premier éclairage sur la garantie carbone. Comme vous l'avez évoqué, le bas carbone est plus que jamais d'actualité dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Je me tourne maintenant vers Christian Depertuis. C'est la thèse de votre dernier ouvrage Covid-19 et réchauffement climatique. Et vous avez précisé en introduction que vous aviez changé votre enseignement dernièrement. Comment est-ce que vous analysez l'impact de la pandémie sur la transition énergétique? Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors moi, j'irais même un peu plus loin que ce qui vient d'être dit sur le lien entre la crise sanitaire et la transition climatique. C'est que moi, je crois que la pandémie est au contraire un accélérateur de la transition vers une société bas carbone, de même que c'est un accélérateur de la transition numérique, de même que c'est probablement un accélérateur de la transition démographique. Et vous savez, il y a eu pendant toute cette période de crise et de confinement un grand débat sur le monde d'après, etc. Moi, je pense que cette crise accélère la transition vers une société bas carbone qui devient centrale dans les enjeux économiques et sociaux. Alors, il se passe dans le monde économique un peu ce que moi j'ai vécu dans l'enseignement. Quand j'ai été voir le président de l'université Paris-Dauphine en 2005 en lui disant que j'allais faire uniquement des enseignements sur l'économie et le changement climatique, tout simplement, il n'a pas compris. Il m'a dit, mais non, ici, tu es dans une fac sérieuse. On enseigne l'analyse financière, le business. On n'est pas à l'université Vincennes. Bon. Et puis, on a créé le master énergie finance carbone en 2009. On a eu les plus gros taux de réussite en matière de durée de placement entre le moment où les étudiants sont diplômés et où ils trouvent du boulot. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que la question du climat est devenue complètement centrale. Donc, on était périphérique, voire marginal, et on devient central. Et je pense que c'est exactement le même mouvement qui se vit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et c'est évidemment extrêmement important, mais ça a une implication très claire à mes yeux. C'est que quand je faisais mon cours d'économie et changement climatique entre 2000 et 2010, j'avais pas beaucoup de concurrents. En 2012, lorsque j'ai créé ce nouveau master, j'ai été contacté par l'université d'Istinglia. On était 2 universités dans toute l'Europe à faire de l'enseignement et de la formation sur ce domaine-là. Aujourd'hui, on a des concurrents. Et bien pour vous, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait des initiatives bas carbone, il y a encore 5 ou 10 ans, de toute façon, c'était quelque chose d'innovant parce que c'était encore extrêmement périphérique. Aujourd'hui, la question devient centrale et donc il ne suffira pas de dire qu'on fait du bas carbone, il ne suffira même peut-être pas de s'engager, je sais que le terme engagement aujourd'hui est très à la mode, il faudra réaliser, si vous voulez. Et je crois que on va avoir une concurrence de plus en plus forte entre organisations, entre acteurs économiques pour être effectivement performants et efficaces en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ceci, on le voit parfaitement aujourd'hui dans, par exemple, quelques grands secteurs. Enfin, c'est tout à fait stupéfiant de voir aujourd'hui dans l'industrie automobile, par exemple, qui est, Dieu sait si elle est à l'origine d'émissions de CO2, la compétition, ça sera celui qui le premier arrivera à faire massivement des véhicules zéro carbone fonctionnant, soit à l'hydrogène, soit avec des batteries. Je pense que c'est pareil dans le bâtiment. Et moi, je suis ravi que le thème de ce petit déjeuner soit sur l'immobilier tertiaire, pour une raison très simple. Je ne sais pas mes slides parce que déjà pour un prof, c'est difficile de parler en 10 minutes. Alors si on met des slides, là, l'exercice devient possible. Mais dès qu'on parle bâtiment en France, généralement on parle logement, si vous voulez. Or, la question du bâtiment non résidentiel est très importante. Et si vous regardez les chiffres, vous verrez que il y a des progrès dans les émissions de CO2 des bâtiments résidentiels depuis 2005-2007. Il y en a très peu en matière d'immobilier non résidentiel. Donc, vous êtes dans un secteur où la réduction des émissions est très importante. Je voulais peut-être rajouter un point. C'est quoi la transition bas carbone? Parce qu'on en parle. Transition bas carbone, fondamentalement, se comprend bien si on a compris ce que signifie le terme neutralité carbone au plan global. Quand le GIEC parle de neutralité carbone, il ne vous parle pas de compenser votre
trajet Paris-Barcelone ou Paris-New York en avion, il vous parle de cycle global du carbone. Et la neutralité carbone au plan macro, telle qu'elle est définie à l'article 4 de l'accord de Paris, ça consiste à aller vers une société dans laquelle le flux d'émissions résiduelles de gaz à effet de serre brut est compensé par l'absorption des puits de carbone. Et donc, ça veut dire que la neutralité carbone au plan macroéconomique, l'objectif qui doit nous animer, c'est d'aller vers cette société dans laquelle nous serons neutres, c'est-à-dire que le montant de notre flux brut d'émissions sera compensé par les puits de carbone. Et ceci a une implication très importante. Pour aller vers la neutralité carbone, il y a deux jambes. La première jambe, c'est la réduction des émissions brutes. Et là, l'essentiel du travail à faire, c'est de totalement bousculer le système énergétique, qui aujourd'hui fonctionne à plus de 80% à partir de 3 sources, le pétrole, le charbon et le gaz. Il faut sortir ces sources d'énergie pour avoir des sources bas carbone. Et le plus difficile, c'est de réorganiser tout l'appareil de production, qu'il s'agisse du bâtiment tertiaire, mais qu'il s'agisse des usines, qu'il s'agisse des moyens de transport qui aujourd'hui utilisent du fossile. Et là, vous avez raison lorsque vous dites que le carbone, le CO2, est un formidable étalon. Parce que pour la partie énergétique, le CO2 équivalent est un étalon et le meilleur étalon de la marche vers la transition énergétique. La deuxième jambe, c'est la jambe qui concerne la capacité d'absorption du CO2 atmosphérique par les puits de carbone. Les deux principaux puits de carbone sont l'océan et sur la terre, les arbres, les plantes, la forêt. C'est les sols, c'est l'agriculture qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre hors CO2 que sont le protoxyde d'azote et le méthane. Et sur cette deuxième jambe, l'action est infiniment plus compliquée, je crois, que pour le système énergétique, car on touche au vivant, à la diversité du vivant, à la biodiversité. Et là, le CO2 n'est plus un étalon universel, parce que si vous gérez la forêt amazonienne à partir uniquement du CO2 énergétique, vous allez détruire la biodiversité. Donc, sur cette deuxième jambe, qui est absolument importante, je crois que là aussi, il y aura beaucoup à faire demain, et on en est encore beaucoup moins avancé que sur la partie énergétique. Et pour terminer, la pandémie, le Covid-19, non seulement nous conduit à accélérer la transition énergétique, notamment par la numérisation accélérée de l'économie, par le télétravail qui économise les transports de personnes. Vous basculez le transport de personnes dans le transport d'informations, vous économisez du CO2. Mais la pandémie nous questionne aussi sur une question fondamentale qui est celle du rapport au vivant. Et nous voyons bien que le rapport au vivant, le changement climatique, y est directement confronté via cette façon dont nous avons jusqu'à présent détruit les écosystèmes, notamment les écosystèmes sauvages, affaibli la capacité d'absorption du CO2 atmosphérique, affaibli les puits de carbone. Et donc, cette deuxième jambe de la transition vers la société bas carbone, la façon dont nous gérons le vivant, va être également l'une des grandes questions à venir. Et la pandémie nous conduit à accélérer également cette transition, cette deuxième jambe de la transition bas carbone. Merci de votre attention. Alors un grand merci Christian de Pertuis pour votre éclairage. Moi j'ai entendu dans votre propos, et c'était très riche dans un temps court de 10 minutes, que le bas carbone est en effet devenu central, comme vous l'a rappelé Guillaume Parisot. La thématique est plus que jamais d'actualité. Il s'agit de parler d'engagement, mais aussi de réalisation pour être performant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous saluez le fait qu'on traite le sujet de l'immobilier tertiaire versus l'immobilier résidentiel dont on parle certainement beaucoup plus. Et puis on retient les deux jambes clés à avoir à l'esprit par rapport à la notion de neutralité carbone, la réduction des émissions brutes et la capacité d'absorption par les puits carbone, d'une part océan et d'autre part le vivant, et notamment toute la partie forêt. Et Christophe Rodriguez justement est là pour nous en dire plus sur le secteur immobilier qui a un rôle clé à jouer. Je vous laisse la parole, Christophe, pour
nous en dire également 2 mots et rebondir sur ce qui vient de se dire. Merci. Tout à fait, merci pour l'introduction et puis toutes ces premières clés de décryptage sur les enjeux du réchauffement climatique et de la neutralité carbone. Alors peut-être un complément pour bien connecter les enjeux de réchauffement climatique aux enjeux de neutralité carbone. En 2015, les accords de Paris, presque 200 pays s'engagent à atteindre la neutralité carbone avec un objectif. On en entend souvent parler, on parle de trajectoire 1.5, trajectoire 2 degrés. Donc peut-être tout d'abord juste une métaphore pour bien qu'on ait à l'esprit comment l'atteinte de la neutralité carbone va nous permettre de freiner le réchauffement climatique. C'est un peu la métaphore de la baignoire, c'est-à-dire que c'est important d'avoir à l'esprit que notre atmosphère est un peu une grande baignoire remplie de gaz à effet de serre. Et on le voit sur le côté, on a une jauge et plus la baignoire va se remplir, plus la jauge va augmenter, plus on va avoir un réchauffement climatique. À l'ère pré-industrielle, la baignoire avait un certain niveau. Puis un jour, on a découvert un trésor sous nos pieds que M. Depertuis a cité tout à l'heure, les énergies fossiles. Donc on s'est empressé de se précipiter sur ce trésor et la baignoire s'est mise à se remplir. Alors elle se remplit assez vite et du coup forcément la jauge augmente, mais comme cela a été mentionné, on a de la chance, il y a quand même une bonde à la baignoire, donc elle se vide un peu, notamment grâce à des puits de carbone naturels comme nos forêts, mais elle se remplit beaucoup plus vite qu'elle ne se vide. Et l'objectif de neutralité, c'est que la baignoire arrête de se remplir de façon très simple. On s'est donné un objectif qu'elle arrête de se remplir à 1,5 degré, voire 2, mais la priorité est vraiment d'atteindre 1,5 degré. Et donc, cette métaphore de la baignoire vous donne vraiment les clés de décryptage de comment l'atteinte de la neutralité carbone va nous permettre de freiner, stopper le réchauffement climatique. Le premier pilier fondamental, ça a été dit, ça va être de réduire le remplissage de la baignoire. Donc, les émissions, c'est là où on aura les plus gros leviers, les plus grosses actions à mener. On aura l'occasion d'en reparler. Puis après, le deuxième, c'est cet équilibre, effectivement, avec les puits de carbone, mais ayons-le à l'esprit, le premier sera celui qui nous fera le plus transpirer collectivement. Alors, quand on fait un zoom sur la France et qu'on analyse un peu les différents secteurs, agriculture, transport, industrie, le secteur du bâtiment, quand on consolide l'ensemble des sources de gaz à effet de serre, représente 1/3 des émissions. Donc, c'est non négligeable. Souvent, on parle effectivement du secteur du transport, de l'industrie, mais quand on consolide l'ensemble des gaz à effet de serre, on est sur 1/3. Donc, le secteur du bâtiment a vraiment une grande histoire à écrire sur le sujet de la neutralité carbone. Et quand on fait un focus sur le parc existant, on a à peu près 80% des gaz à effet de serre. Donc là, on va parler aujourd'hui de l'immobilier tertiaire. C'est juste pour qu'on ait à l'esprit que le secteur du bâtiment au sens large et l'immobilier tertiaire de façon plus particulière a vraiment un rôle très important à jouer. Et on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Alors, la question à se poser finalement, c'est d'où viennent ces gaz à effet de serre? Voilà. Et finalement, en répondant à cette question, on a les premiers éléments de décryptage et les premières pièces du puzzle pour agir. 2 sources principales. La première, l'énergie. Alors l'énergie, c'est assez simple, c'est des consommations d'énergie qui vont avoir lieu directement au sein des bâtiments. Et parfois, d'ailleurs, certains d'entre vous connaissent bien ce jargon, on va parler de gaz à effet de serre dans le scope 1. Donc, c'est les consommations directement dans le bâtiment. Mais l'énergie, ça peut être aussi des productions d'énergie à différents endroits, comme la consommation d'électricité, par exemple, ou les consommations liées à des réseaux de chaleur. Et là, on va être toujours sur l'énergie, mais on va parler de scope 2. Voilà, pour vous donner un petit peu les éléments, les différentes définitions. Donc ça, c'est le premier poste fondamental. On va travailler sur l'énergie et on verra tout à l'heure les leviers. Et le deuxième, qui est peut-être un peu moins intuitif, c'est les composants, c'est les matériaux. Puisque finalement, lorsqu'on analyse l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, les matériaux qui vont être utilisés pour construire des bâtiments ou pour rénover, faire des rénovations énergétiques, par exemple, ils viennent de sites industriels qui ont eux-mêmes leur propre consommation d'énergie. Et donc, ils contiennent du carbone. Mais là, on va plutôt parler de scope 3. Et lorsqu'on agglomère l'ensemble de ces consommations d'énergie, finalement, tout n'est qu'énergie et tout est carbone à la fin, on arrive justement à 1/3 de gaz à effet de serre sur le secteur du bâtiment. Et donc, on va tout doucement mettre en place de plus en plus d'analyses de flux. On va essayer de comprendre les différents flux de matière, d'énergie, et on va compter le carbone, notamment en réalisant ces fameuses ACV, l'analyse de cycle de vie, qu'on va réaliser sur 50 ans. Voilà, c'est la norme qui a été retenue pour le bâtiment pour compter le carbone. Voilà pour les différentes sources de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, ayons à l'esprit qu'aujourd'hui, on a un socle réglementaire de plus en plus robuste qui nous donne la ligne de conduite si on veut réussir la neutralité carbone. Mais tout n'est pas encore écrit. 3 pièces du puzzle essentielles à avoir à l'esprit. La première, la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui fait partie de notre stratégie énergie-climat nationale,
qui nous donne une trajectoire. En 2050, on souhaite que la baignoire arrête de se remplir. Bon, c'est pas écrit comme ça dans les textes, mais c'est pour faire un clin d'œil à la métaphore. Alors, avec un premier jalon super important à avoir à l'esprit, le jalon 2030. En 2030, on veut avoir divisé par 2 nos consommations, nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. Voilà, donc on en reparlera. 2030, c'est presque demain. Dans le secteur immobilier, c'est presque un bail. Donc, ça va arriver assez vite. Ensuite, deuxième pièce du puzzle, la nouvelle réglementation thermique qui va s'appeler environnementale, la RE 2020, qui, elle, va, entre autres, introniser le fameux ACV, cette fameuse analyse de cycle de vie qui va nous permettre de compter les impacts environnementaux, y compris le carbone. Deuxième pièce du puzzle importante. Et puis troisième pièce du puzzle, sur le secteur immobilier tertiaire, le fameux décret tertiaire, le dispositif éco-énergie tertiaire, qui va baliser un chemin vers la sobriété énergétique, horizon 2030, 2040, 2050. Donc là, vous avez 3 grandes pièces du puzzle qui vous montrent l'opérationnalité progressive de cet objectif global de neutralité carbone, mais ayons à l'esprit que souvent la réglementation ne vient que sanctuariser des initiatives de gens pionniers, précurseurs qui se sont déjà mis en marche, qui ont déjà commencé à mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour réussir à la sobriété carbone. Donc certains n'ont pas attendu le socle réglementaire pour s'engager et pour lourdement mettre en œuvre des stratégies de neutralité carbone. Et du coup, on entend parfois parler de démarche net zéro, on entend parler de trajectoire 1.5. Et en fait, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que la neutralité carbone, ça n'est pas un sprint. C'est une course de fond. Lorsqu'on regarde, là, vous avez un graphique avec en bleu au-dessus les émissions de gaz à effet de serre et puis en dessous, en vert, les puits de carbone, horizon 2050. Finalement, quand on regarde, là, c'est la retranscription de notre fameuse stratégie nationale bas carbone, qu'est-ce qui saute aux yeux? La première chose qui saute aux yeux, c'est que là, on va avoir beaucoup de travail, ça va être sur le bleu. Il va falloir qu'on réduise drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est cette fameuse course de fond, il va falloir s'inscrire dans une trajectoire de progrès progressive que parfois on appelle la trajectoire 1.5, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, plus on freine le remplissage de la baignoire, plus on freine le réchauffement climatique. Voilà pour les premiers éléments de langage, les premiers éléments de décryptage. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est quels sont les leviers et comment on peut agir pour réussir la neutralité carbone. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Absolument. Un grand merci, Christophe, pour toutes les informations que vous venez de partager avec nous, pour qu'on ait une bonne idée de ce qu'il faut avoir à l'esprit derrière la notion de neutralité carbone et tout ce volet politique et réglementaire. Alors, justement, vous parliez d'actions concrètes et ce sur quoi on peut agir. Alors, des entreprises prennent d'ailleurs des engagements de plus en plus forts et déploient des actions volontaristes en la matière, à l'instar d'AG2R, la mondiale, et de cette direction de l'immobilier de placement. On est ravis d'accueillir ce matin Isabelle Claire qui va nous en dire un petit peu plus dans un format d'interview. Alors, sans transition, Madame Claire, pourriez-vous nous dresser un rapide historique des engagements du groupe AG2R en matière de lutte contre le changement climatique, en particulier sur le sujet de l'immobilier d'exploitation, s'il vous plaît. Absolument. Donc, merci beaucoup. Et pour faire suite à ce qui a été dit, donc notre portefeuille est constitué essentiellement d'immobilier tertiaire bureau. Donc, on est bien dans cet objet. En fait, les équipes, et je rends hommage à mon directeur du développement, Jérôme Lisée, qui mène cette démarche au moins depuis 2012, puisque dès 2012, des objectifs avaient été fixés à l'intérieur du propre portefeuille. Donc, à l'époque où on va dire que les obligations réglementaires, qu'elles soient énergétiques ou assurantielles, étaient bien moins présentes. Donc, il y avait vraiment une démarche volontaire qui faisait qu'on s'était déjà fixé des objectifs de diminution de consommation. Aujourd'hui, par rapport à cet objectif de moins 40% en 2030 qui s'impose à l'ensemble des acteurs, nous avons déjà en période intermédiaire démarré évidemment un certain nombre d'opérations, identifié pour la plupart des actifs la date de référence à partir de laquelle on va mesurer cette évolution. Et je dirais que à l'année 2020-2021, on se situe probablement à quelque chose qui est entre moins 31 et moins 35% selon les actifs sur lesquels on met en marche cette démarche. On a à peu près aujourd'hui 60 immeubles et 140 locataires qui sont concernés. Il faut voir que cette démarche, elle se fait à la fois
sur notre propre gestion, donc notamment à travers tous les échanges qu'on peut avoir avec nos facility managers, sur la gestion technique des bâtiments, et c'est des actions que l'on peut mener seul. Et puis il y a évidemment des actions sur lesquelles la collaboration avec le locataire est absolument indispensable, confère tout ce qui a déjà été mis en place dans le passé sur les annexes environnementales, et où encore une fois la complicité qui va se créer entre le propriétaire et le locataire vont décupler, on va dire, l'effet vertueux de la démarche. Aujourd'hui, en termes de certification, on s'est également donné des objectifs, donc à la fois sur le patrimoine en exploitation et en développement, même si le thème du propos aujourd'hui est sur l'exploitation, mais il va de soi que si c'est la partie la plus dure finalement du portefeuille, à minima, il est évident qu'on est absolument intransigeant sur les nouveaux développements. Et pour ce qui est de la certification, on s'était fixé l'objectif très très ambitieux d'avoir 60% de certification à horizon 2022. Je dois vous avouer que la crise et les difficultés de commercialisation et le petit frein qu'on a pu subir sur le remplissage des immeubles a aussi impacté cette démarche et ces objectifs qu'on s'était fixés. Et aujourd'hui, on est à peu près à la moitié du trajet sur les actifs en exploitation. Alors justement, vous parliez d'actions. Je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail des actions opérationnelles que vous mettez en œuvre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces actions sur votre patrimoine pour atteindre ces objectifs? Absolument. Donc, comme je l'indiquais, il y a évidemment un travail pédagogique et de conviction et de transmission de nos priorités qui est fait avec les intervenants sur nos actifs, donc en particulier nos facility managers qui, encore une fois, sont drivés par notre équipe et qui sont les personnes sur place. Et donc, avec un certain nombre d'investissements au niveau de nos immeubles, donc des plans de CAPEX, de dépenses qui sont opérés sur les actifs, qui visent à améliorer les consommations et réduire les émissions. Et donc, en particulier, évidemment, ça va passer par des changements d'équipements techniques qui peuvent être obsolètes, par des remplacements notamment de la GTB. Et j'ai quelques exemples sur au 68 Faubourg Saint-Honoré auprès d'un locataire, cette démarche de meilleur suivi de la performance de la GTB. On est à moins 35% de consommation énergétique entre 2015 et 2018. Donc ces démarches sont très vertueuse à la fois du coup en consommation d'énergie, évidemment, sur l'impact empreinte carbone. De manière plus fine, une fois qu'on a encore une fois procédé à ces changements qui sont assez structurels et qui relèvent de l'investissement au niveau de l'immeuble, l'étape suivante, elle va être sur quelque chose qui est plus fin et qui va notamment se situer à travers des capteurs qui vont de manière beaucoup plus précise aller chercher les actifs et les endroits qui sont particulièrement énergivores. Et là, on s'est appuyé sur une société et une technologie, une solution. Donc, je peux la citer, c'est aux énergies en particulier, sur laquelle, avec lequel nous avons déployé une solution qui s'appelle Optimizen. Et dès 2015, on avait fait le test sur un immeuble rue de l'Université. En une seule année, moins 17% de consommation énergétique grâce à la mise en œuvre de ces capteurs. En ce moment, on le fait également sur 3 immeubles qui se trouvent rue de Richelieu, rue de la Victoire et rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc là, encore une fois, c'est la pose en général d'une 50aine de capteurs par immeuble sur les parties privatives et les parties communes et qui nous permettent en général d'atteindre une diminution d'énergie de l'ordre de 25%. Merci pour ces éléments. Alors vous parliez de capteurs. On sait que la transition du secteur immobilier en matière de bas carbone passe aussi par le choix de produits de construction à faible empreinte carbone, notamment issus du réemploi. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots et présenter les actions d'AG2R La Mondiale en la matière également? Oui, alors on est très très heureux et fiers d'avoir pu accompagner la démarche initiée
booster du réemploi dès ses premiers pas, on va dire. Cette démarche qui vise donc à s'engager, à mettre à disposition d'une communauté les matériaux sur les immeubles que l'on rénove dans notre propre patrimoine et évidemment nous-mêmes à utiliser ces matériaux de réemploi. Et c'est quelque chose qui, je le vois déjà dans nos équipes, est vertueux, parce que là où je pense on n'aurait pas forcément une réflexe, nous-mêmes à l'intérieur de notre propre patrimoine, on se pose parfois des questions sur ce qu'on est en train d'enlever, c'est la même trame, c'est la même technique, etc. Est-ce qu'on pourrait pas le faire sur un autre immeuble? En tout cas, au niveau du booster du réemploi, donc les pistes de réemploi, c'est notamment sur les cloisons modulaires, les moquettes, les stores, les rideaux, enfin tout ce qui peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment, mais également des dalles de revêtement, des câbles, des faux planchers, etc. Et donc en particulier, on s'est engagé nous sur 4 immeubles à déployer cette démarche. Un immeuble situé à Montreuil, qui a été libéré par Air France, un immeuble rue de Châteaudun, un immeuble rue Montolon, et un immeuble avenue de la Grande Armée. Donc c'est extrêmement concret, c'est vertueux, c'est communautaire, c'est pédagogique, font partie de cette démarche à la fois des investisseurs, des bureaux d'études, des promoteurs, et c'est vrai que plus on est nombreux à travailler sur ce sujet, et plus c'est aisé, parce que voilà, on est passé de l'incantation à la réalisation à travers cette démarche, par exemple. Alors j'aurais une dernière question pour vous, et je vois que le temps file, donc très rapidement pour clôturer votre éclairage sur les actions d'AG2R La Mondiale, comment votre démarche bas carbone relative à votre patrimoine immobilier s'articule-t-elle avec l'articulation plus large de votre démarche RSE du groupe, parce que vous êtes un acteur du secteur de l'assurance, un investisseur, donc qui dit bas carbone dit pas très loin derrière démarche RSE, ISR. Si vous pouvez nous en dire un mot également. Bien sûr, donc cette démarche, elle est portée par des membres du comité de direction groupe. Notre directeur général est d'ailleurs président du Global Compact France, ce qui nous oblige forcément, dans le sens positif du terme, à être vertueux et crédible sur cette démarche. Et d'une manière plus générale, au niveau de tous les investissements, puisque l'immobilier n'est qu'une petite classe d'actifs parmi un portefeuille beaucoup plus large, puisque nos 7 milliards sont un petit bout des 120 milliards gérés par AG2R La Mondiale. Cette même démarche est également évidemment portée par les équipes chargées de la gestion des actions, des obligations, et donc on travaille en particulier avec MSCI sur toute la quantification financière, donc là en ayant une approche également très quantifiée sur les risques climatiques, et donc l'immobilier participe de cette démarche pour s'intégrer dans une communication et un engagement globaux au niveau de notre groupe. Je vous remercie. Un grand merci, Madame Claire, pour l'éclairage de ce que vous faites et ce que vous déployez au sein d'AG2R La Mondiale sur votre patrimoine immobilier pour le bas carbone. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail des défis, des solutions du bas carbone dans le bâtiment en exploitation avec Christophe Rodriguez de nouveau, qui va nous donner quelques clés de lecture plus spécifiques sur le sujet. Christophe, c'est à vous. Oui, merci Madame Claire pour cette intervention inspirante. Donc on voit qu'on a certains acteurs qui sont déjà en marche et qui n'ont pas attendu la réglementation pour avancer et faire tourner les compteurs carbone. Et justement, cette transition bas carbone, elle va poser un certain nombre de défis. En fait, en synthèse, on peut en identifier 3. Le premier, c'est la prévision et la comptabilité des émissions. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que ça n'existe pas un compteur carbone. On a des compteurs d'énergie. Et puis d'ailleurs, parfois, on les cherche. Mais en tout cas, on a des compteurs d'énergie. Par contre, le compteur carbone, on l'a pas. Et ça, c'est un premier défi. C'est-à-dire qu'en plus, tout à l'heure, nous évoquions les émissions de gaz à effet de serre Scope 1, Scope 2, Scope 3. Donc, on se rend compte qu'il va falloir réussir à comptabiliser ce carbone. Et ça n'est pas si simple. C'est un premier défi. Voilà. Il existe un certain nombre d'approches et de méthodes, mais ça fera partie des défis. Le deuxième, ça va être d'anticiper ces émissions, en fait, de les prévoir, sachant qu'il est utile de rappeler
que les modalités de calcul de la réglementation n'ont pas vocation à prédire les consommations réelles. On est sur des scénarios conventionnels, on est sur un socle qui a pour vocation de comparer des choses comparables et de donner des ambitions dans des conditions méthodologiques définies. Mais la réglementation, elle ne prédit pas la réalité. Elle ne prédit pas la réalité des consommations d'énergie et demain, elle ne prédira pas la réalité des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir trouver des leviers pour compter le carbone et puis s'assurer qu'on arrive aux résultats qu'on s'était donnés. Tout l'intérêt d'avoir des démarches comme celle présentée aujourd'hui sur la garantie finalement de résultats autour du carbone. Et puis le dernier défi essentiel, on en a beaucoup parlé, oui, on va avoir un levier qui va s'appeler la compensation, mais on a vu qu'en termes de merit order, il vient vraiment en dernier. Et le très gros travail que nous aurons à mener, ce sera de réduire de façon très drastique nos consommations, nos émissions de gaz à effet de serre. Alors à l'IFPEB, on travaille sur le sujet de la neutralité carbone depuis de nombreuses années, puis avec nos membres, on a essayé de cartographier les différents leviers pour réussir la neutralité carbone. La bonne nouvelle, c'est que quasiment toutes les pièces du puzzle sont là, sont réunies. C'est quand même une excellente nouvelle, on peut la partager tous ensemble. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a 4 grands piliers. C'est extrêmement simple. Alors, c'est plus simple à dire qu'à faire. Puis tout à l'heure, on parlait de ne pas faire que de l'incantatoire, mais après d'opérationnaliser. Donc, en tout cas, c'est assez simple à cartographier. On a 4 grands piliers. Consommer moins, consommer mieux, l'énergie et les matériaux. Et en activant l'ensemble de ces piliers, on est très proche d'un objectif de sobriété carbone et donc on contribue au chemin vers la neutralité carbone. Le premier, c'est le plus simple, c'est tout ce qui est relatif à l'énergie parce que ça fait 40 ans qu'on travaille sur l'efficacité énergétique. Le meilleur kilowattheure est celui qu'on ne consomme pas, consommer moins, on connaît tous ces mots-clés. Consommer mieux, c'est un challenge aussi, c'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a réduit de façon drastique avec beaucoup de sobriété les consommations d'énergie, on va apprendre à s'intéresser au qualitatif du kilowattheure qu'on consomme. Est-il décarboné? Est-ce que le kilowattheure que je consomme, est-ce que c'est le meilleur kilowattheure au meilleur moment? On va réfléchir aux énergies renouvelables, aux énergies de récupération. On va s'intéresser au côté qualitatif du kilowattheure. Et donc, les bâtiments qui auront une capacité à consommer le meilleur kilowattheure au meilleur moment, ils auront de la valeur. Voilà, parce qu'ils seront enclins à aller sur le chemin vers la neutralité carbone. Le deuxième grand pilier sur les matériaux, il est un peu plus complexe. Il est un peu plus lointain parce que ça va être un nouvel univers de pensée qu'on va devoir se construire tous ensemble. Consommer moins, c'est de manière générale tous les leviers de l'économie circulaire. Lutter contre l'obsolescence des matériaux, éviter les déchets. Le réemploi, on a parlé tout à l'heure d'une initiative tout à fait inspirante sur le booster du réemploi. La réutilisation, le recyclage. Voilà. Tous ces leviers qui vont permettre de créer des boucles. On peut faire l'analogie avec le meilleur kilowattheure et celui qu'on ne consomme pas. Bah pour les matériaux, c'est la même chose. Le meilleur matériau, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et puis enfin, le consommer mieux pour les matériaux, bah c'est comme pour l'énergie, on va s'intéresser au poids carbone, à l'impact environnemental et plus spécifiquement carbone des matériaux qu'on va acheter. Voilà. Quel est l'impact environnemental de ce matériau que j'achète? Et donc, il y a une nouvelle équation coût-carbone qui, à nouveau, on va devoir se construire ensemble. Donc, ça fera partie des défis pour réussir la transition bas carbone. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui. Il reste des freins techniques, assurantiels, économiques. Mais les leviers sont ici. Et donc, maintenant, l'enjeu, ça va être de les mobiliser, de les opérationnaliser. Et donc, on est très heureux de voir les initiatives inspirantes comme celles qu'on partage ce matin. Merci Christophe, une approche très positive et enthousiasmante avec 3 défis et 4 leviers d'action pour rester dans cette dynamique opérationnelle. Je me tourne maintenant vers Guillaume Parisot avec notamment la solution que propose Aveltis sur le sujet au niveau de la garantie carbone. Christophe, alors on va rentrer dans une interview ensemble avec une première question si vous le voulez bien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le principe de la garantie carbone qu'Aveltis est en train de lancer? Oui, alors ça fonctionne, comme je disais tout à l'heure, sur le même principe que la garantie de charge, c'est-à-dire que de manière tout à fait opérationnelle, on va prendre un engagement de résultat quant aux émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment tertiaire en exploitation et ensuite en piloter la performance pour s'assurer que l'objectif ne soit pas dépassé et éventuellement, si celui-ci était dépassé, eh bien, prendre à notre charge l'écart ainsi généré. Alors vous avez parlé du rapprochement avec la garantie de charge. Justement, en quoi la garantie carbone est-elle complémentaire à la garantie de charge et quelles sont les synergies entre les deux solutions?
nos auditeurs aient bien à l'esprit ce point. Le principe est le même, c'est-à-dire que au départ, ça s'appuie sur vraiment le pilotage d'un bâtiment. Et pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, la première chose, c'est de compter, c'est d'être capable de quantifier les paramètres de fonctionnement du bâtiment, si possible en temps réel, afin de prévenir les dérives et de prendre les actions, évidemment, dès que le bâtiment sort de l'épure de ce qu'on avait imaginé. Et donc, l'important pour piloter cette garantie carbone, comme la garantie de charge, c'est de savoir à tout instant où j'en suis dans mes émissions carbone ou dans les charges par rapport à l'engagement qui a été pris. J'insiste sur le fait qu'on est bien sur du pilotage, on n'est pas sur une assurance, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une prévision et un constat entre guillemets, un accident est arrivé. L'idée, c'est vraiment de piloter le bâtiment au quotidien pour qu'on soit capable de comparer en permanence la prévision avec le réel et ainsi prendre le plus tôt possible, évidemment, les mesures qui s'imposent si jamais on avait un écart. Donc, on est bien dans les mêmes fondamentaux, on est dans la prévision, on est dans la comptabilisation. La comptabilisation, qui est un sujet, comme on l'a rappelé, qui n'est pas forcément évident. Il s'agit d'avoir les bons taux de conversion pour pouvoir donner, à un moment donné, à partir d'une information d'activité du bâtiment, la convertir dans son équivalent carbone. Mais on est bien sur, encore une fois, cette maîtrise de la performance et cette complémentarité avec la garantie de charge, puisque le scope, il y avait une question dans le chat sur le scope de la garantie carbone, et bien de prime abord, en fait, c'est le même que celui de la garantie de charge, puisque c'est ce que propriétaires et locataires ont bien voulu déléguer à Aveltis en l'occurrence, et c'est la base du fonctionnement que nous, on est capable de maîtriser, de piloter et sur laquelle on va pouvoir s'engager. Alors c'était justement l'objet de ma prochaine question, parce que vous parliez du fait de savoir où on en est à tout moment sur le sujet des postes d'émissions de CO2, et donc on se pose cette question du scope et du périmètre qui est pris en compte par la garantie carbone. Donc vous avez en partie répondu à la question. En quoi s'inscrit-elle en complémentarité avec les solutions de bas carbone relatives à la phase de construction? Parce que je le rappelle à nos auditeurs, on est dans on regarde la phase en exploitation. Est-ce qu'il y a des points à avoir à l'esprit par rapport à cette complémentarité sur la phase construction? Alors, il y a toute une thématique qu'on a commencé à aborder sur effectivement faire les bons choix en phase construction pour pouvoir construire le bâtiment de manière la plus vertueuse possible, et que cette étape de construction soit la moins consommatrice de CO2, mais il y a également l'anticipation de la phase d'exploitation et faire les bons choix au moment de la conception pour pouvoir avoir le moins d'émissions possible en phase d'exploitation. Après, dans les typologies de fonctionnement du bâtiment, on va effectivement avoir les 3 scopes. Alors, je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas vraiment le temps de s'étendre sur les différents scopes. Globalement, si on retient pour ceux qui sont affûtés sur le sujet-là, les scopes d'engagement d'Aveltis, on est globalement sur le scope 1, 2. Le scope 3, il va être forcément partiel puisqu'il y a certains éléments qui, a priori, ne vont pas nous être confiés. Je pense par exemple à la mobilité des utilisateurs du bâtiment. Elle est a priori pilotée par le locataire. Dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir prendre d'engagement de résultats sur cette partie-là. Pour autant, on sollicite un certain nombre de partenaires qui sont capables d'aider, pourquoi pas, un locataire à mettre en place une stratégie de mobilité douce pour améliorer son empreinte carbone sur ce thème-là en particulier. Alors vous avez rapidement évoqué le sujet de la conception. Est-ce que là vous souhaitez rajouter quelques points de précision par rapport à cette phase-là? Je rappelle que la garantie carbone s'opère au niveau de l'exploitation. On a vu la phase de construction. Il y a un certain nombre de parties pris en matière de conception. Est-ce que là il y a d'autres points clés, Guillaume, que vous souhaitez souligner auprès de nos auditeurs?
Alors, on va revenir sur les fondamentaux de conception des bâtiments, c'est-à-dire effectivement la sobriété au départ, hein, ça a été rappelé à plusieurs reprises que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et après, pour celle qu'on consomme, il s'agit évidemment de faire les bons choix. Évidemment, si on a retenu un chauffage, par exemple, à base d'énergie fossile, eh bien, on va de fait dégrader le bilan carbone du bâtiment par rapport à des solutions beaucoup plus vertueuses. Donc oui, très clairement, il y a des choix qui vont être effectués en conception qui vont déterminer un niveau d'émission carbone du bâtiment sur lequel on va pouvoir avoir des actions d'optimisation. Mais je dirais que l'essentiel de l'empreinte carbone du bâtiment, elle est quand même définie macroscopiquement au moment de la conception. Et après, je dirais, entre guillemets, on vit avec et on peut améliorer à la marge, mais les choix structurants ont été faits pendant cette phase-là et c'est là effectivement où il faut être et où on peut accompagner également que ce soit des projets neufs ou des projets de rénovation, et quand je dis ou même d'amélioration des travaux dans un bâtiment, et bien là, à chaque fois, c'est autant d'occasions qui vont permettre déjà de commencer à mettre le bâtiment dans une trajectoire vertueuse. Alors, nos auditeurs seraient certainement intéressés également par le fonctionnement concret du système de garantie que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et notamment en quoi ce système permet de lever des freins à la transition bas carbone des bâtiments en exploitation, très rapidement? Oui, alors il s'agit de confier à un opérationnel, un professionnel tiers. En l'occurrence, on aimerait bien que ça soit Aveltis. Donc, ce pilotage de la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment et donc finalement de s'assurer qu'on n'a pas un prestataire qui fonctionne dans le cadre d'un engagement de moyens, mais dans réel engagement de résultats, et donc d'être main dans la main à la fois avec le bailleur, avec les preneurs, avec l'ensemble des intervenants sur le bâtiment pour partager cet objectif et effectivement avoir quelqu'un qui, à ses côtés, est capable d'avoir cette démarche d'optimisation du carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment. J'insiste sur le fait que cette modélisation qu'on met en place initialement pour la garantie carbone, ça permet aussi de trouver des ROI économiques et des ROI carbone aux actions qu'on va pouvoir mettre en place dans toute la vie des bâtiments. Et effectivement, on a, je pense, encore un peu trop souvent dans l'immobilier, on tient un budget d'investissement, mais assez rarement un budget de fonctionnement des bâtiments, en tout cas notamment dans les phases de construction ou de rénovation des bâtiments. Et nous, effectivement, c'est notre rôle de mettre en regard d'investissement une performance économique et environnementale d'exploitation du bâtiment pour le futur. Alors j'aurais deux derniers sujets dont j'anticipe qui sont aussi à l'esprit de nos auditeurs ce matin. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la méthodologie de calcul des émissions qui est prévue par la garantie carbone, et peut-être on se pose bien entendu la question qui dit objectif à atteindre dit aussi potentiellement risque de non-atteinte des objectifs et comment fonctionne le système de compensation dans ce cas. Alors, sur l'aspect comptabilisation, il y a deux sujets. Il y a effectivement avoir l'information de fonctionnement du bâtiment de manière la plus détaillée possible. Donc là, heureusement, on est en 2021 et effectivement, on commence à avoir des capteurs alors, qui comptent l'énergie. Ça, c'est ça fait quelques temps déjà qu'on les a, mais on commence aussi à compter beaucoup d'autres choses dans le bâtiment, des paramètres notamment de confort, d'aspect sanitaire avec la qualité de l'air intérieur. On calcule énormément de choses. Donc, on a des données d'activité du bâtiment. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est de trouver les bons facteurs d'intensité qui vont être capables de convertir ces unités de fonctionnement du bâtiment en équivalent carbone. Donc là, il y a pas mal de choses, comme le disait Christophe tout à l'heure, notamment l'ADEME a des bases de données assez fournies qui nous permettent, de manière la plus détaillée possible, de trouver le bon facteur de conversion par rapport à la grandeur qu'on a mesurée. Et enfin, sur le deuxième volet de la question sur la compensation carbone, donc je rappelle, ce n'est qu'un dernier recours. Hein, la compensation pour la compensation est assez décriée et à juste titre. Donc, l'objectif, c'est vraiment déjà d'émettre le moins possible. Et donc, pour nous, en corollaire, de tenir évidemment notre objectif de compensation carbone. Le modèle de la garantie, il est là, puisque, en fait, Aveltis n'a aucun intérêt à dépasser l'engagement carbone, puisque c'est nous qui payons la différence en cas de dépassement. Donc là, on a vraiment un intérêt aligné avec notre client, qui est d'atteindre cet objectif.
Et par contre, effectivement, le principe de la garantie, c'est que si par malheur, ces objectifs n'étaient pas atteints, eh bien, c'est Aveltis qui prendrait en charge la compensation via des projets. Alors, des projets de compensation, il y en a de toute nature et un peu partout dans le monde. Nous, on va favoriser effectivement des projets qui vont être certifiés, des projets locaux, parce que il nous semble que c'est ça qui a le plus de valeur. Un grand merci Guillaume pour ces points d'éclairage. L'intitulé du webinaire était bas carbone, fini les annonces, place à l'engagement, et je pense que vraiment le fil rouge de ce matin avec nos 4 intervenants, c'était bien l'enjeu de l'engagement, le timing de l'engagement, l'opérationnalité notamment appliquée à l'immobilier tertiaire en exploitation, avec une focale sur les solutions proposées, notamment la solution opérationnelle proposée par Aveltis en matière de garantie carbone. Il est 9h59. Je rappelle que nous avons démarré à 9h02, donc 9h02, 9h03. Donc, il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions. Nous avons d'ores et déjà répondu à l'une des questions du chat sur l'enjeu du scope de la garantie et du périmètre, mais j'en vois d'autres, notamment adressées à Guillaume Parisot justement. Dans quelle mesure est-ce que vous observez aujourd'hui un momentum fort sur le sujet de l'immobilier bas carbone, pour revenir sur cette question du timing? Alors, je pense que c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe parce qu'il y a une conjonction de pas mal de choses et je rejoins Christian Depertuis. Finalement, quand on regarde cet épisode Covid qui a été dramatique par plein de raisons, mais qui a été aussi un accélérateur, un formidable accélérateur de beaucoup de thématiques à la fois économiques et environnementales et sociales aussi, eh bien, on se rend compte que là, le secteur de l'immobilier a pris le sujet vraiment à bras-le-corps. On a de plus en plus d'annonces de différents bailleurs et preneurs qui veulent vraiment s'investir massivement dans cette démarche de neutralité carbone. Et puis, on a aussi la réglementation qui nous envoie un message très, très clair aujourd'hui, puisque le décret tertiaire ou le dispositif éco-énergie tertiaire est pour moi un changement radical dans la posture du législateur, puisqu'il impose pour la première fois un engagement de résultat sur une amélioration des bâtiments. Et je pense que c'est vraiment la conjonction de ces deux phénomènes qui nous fait dire qu'aujourd'hui, c'est le moment finalement de s'intéresser de manière très proche à la garantie carbone, de se définir un objectif et aussi de se donner les moyens de l'atteindre. Et c'est ce qui a motivé très clairement et le lancement de cette garantie carbone et la tenue de ce séminaire aujourd'hui. Donc, on retiendra que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Isabelle Claire, j'ai 2 questions pour vous. L'une sur l'implication des locataires de vos bâtiments dans la transition bas carbone de ces derniers. Question très opérationnelle, si vous avez un éclairage supplémentaire à nous fournir sur le sujet. Et puis, j'en profite, la deuxième question qui vient d'arriver, c'est est-ce que AG2R La Mondiale a défini une réelle stratégie bas carbone, par exemple s'engager à la neutralité carbone d'ici 2050? Est-ce que ça c'est une stratégie déjà mise en place, ou en tout cas en réflexion chez vous au sein de votre organisation? Alors sur les locataires, encore une fois, on a toutes les configurations possibles et ce qui se passe à l'extérieur et globalement sera vertueux, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui encore des grands locataires et qui sont même pourtant assez surprenants parce qu'ils peuvent même appartenir à des sphères pseudo-publiques dont on pourrait penser qu'elles sont les plus proactives, et bien qu'il y accorde plus ou moins de temps, d'importance. C'est vrai que ça, quoi qu'il arrive, ça demande d'impliquer, de désigner des interlocuteurs, donc c'est inégal dans le portefeuille. Il y a des locataires qui me prennent de cours en ayant des cahiers des charges qui sont peut-être encore plus avancés. Il faut voir aussi qu'il y a des locataires, par exemple, qui sont d'origine suisse, avec eux-mêmes des réglementations et des sièges qui peuvent avoir des niveaux d'exigence. Et donc c'est disparate. Mais c'est une difficulté, à vrai dire, et c'est là où plus la pression sociale et économique et globale se fera, et plus nous, on parviendra à être vertueux pour dégager du temps chez
chez ces acteurs vraiment quand même assez essentiels dans le bâtiment. Pour ce qui est de l'engagement à proprement parler de neutralité, non, on n'est pas allé sur cette voie-là. On est plutôt dans une approche qui est tellement bottom-up de travail, on va dire sincère, avec une volonté d'aller quantifier, d'aller chercher actif par actif, qu'on est plutôt, comme je vous le disais, à comptabiliser quand on fait la somme de nos démarches, à combien on aboutit. Encore une fois, je vais reprendre mon terme, que d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu incantatoire, mais dont on n'est pas certain qu'on pourra l'atteindre. Et on est très pragmatique. Et comme je vous le disais, par exemple, le frein qui a été subi sur la commercialisation, eh bien, nous fait réviser à la baisse l'atteinte des objectifs à court terme. Ça ne change rien à l'ambition, mais par contre, on essaye vis-à-vis de nos administrateurs et des gens auxquels on s'adresse d'avoir un discours où nos actions et nos propos sont en phase, et donc on est plutôt dans cette approche-là assez pragmatique. Est-ce qu'à un moment on aura suffisamment de vision et de certitude pour pouvoir afficher cet objectif? Peut-être, mais pas encore à aujourd'hui. Donc un enjeu fort de mobilisation des locataires et une approche terrain pragmatique. On retiendra ces éléments par rapport à AG2R La Mondiale. Une dernière question, et qui me paraît être une très bonne question pour clôturer ce webinaire qui fut très riche ce matin avec nos 4 intervenants, que je voudrais poser à Christian Depertuis pour nous proposer un petit peu de hauteur. L'un de nos auditeurs demande dans quelle mesure la transition vers des modèles bas carbone est-elle un levier de croissance économique. Alors, ça pourrait faire l'objet de tout un cours, d'un cycle de cours, mais si vous aviez la possibilité de nous fournir vos lumières, Monsieur Depertuis, sur le sujet, on serait ravis de pouvoir terminer sur ce volet-là. Rassurez-vous, vous n'allez pas vous taper un cours. Hein. Bon, moi j'ai été extrêmement intéressé à vous écouter. Hein. Je voudrais dire 3 choses qui répondent indirectement à la question de l'auditeur. Le premier point, c'est que l'initiative de Aveltis, telle que je la comprends, me paraît innovante en ce sens que c'est une forme de gestion, de partage du risque entre le propriétaire et le locataire, si vous voulez. Et en économie, on a souvent cette problématique à propos de la décarbonation du bâtiment, c'est comment trouver les bonnes incitations pour que à la fois le locataire et le propriétaire des bâtiments ait cette volonté d'aller vers le bas carbone, et j'ai bien écouté attentivement ce que nous disait la personne de AG2R, c'est pas encore toujours le cas. Voilà. Alors, le deuxième point qui me paraît très important, consommer moins, évidemment, j'ai bien écouté ce qui a été dit, et c'est très important de consommer moins d'énergie, mais il y a quand même une question derrière la problématique, est-ce qu'il ne faut pas consommer moins de mètres carrés de bureaux? Et ça, la crise du Covid, évidemment, avec le développement du télétravail, va générer des restructurations dans l'organisation du travail qui vont, je pense, diminuer les surfaces requises pour effectuer un certain nombre de tâches de bureau, et ceci en lien avec aussi le type de mobilité. Donc, je crois que on ne peut pas non plus ignorer cette problématique à moyen terme lorsqu'on est dans le secteur sur la question de la transition bas carbone. Le dernier point sur les modèles économiques, c'est très important. Et ça rejoint là encore la question de la croissance. Pour ma part, je pense que l'un des leviers absolument indispensables pour accélérer les choses, c'est de mettre un prix au CO2. C'est de renchérir le coût d'usage de l'énergie fossile dans vos bâtiments. Et on verra que les modèles économiques gagnants sont les modèles bas carbone lorsqu'on paiera véritablement le coût associé aux émissions de CO2. Et ce point, et plus ce coût sera élevé, plus la pénalité que vous aurez à payer avec la compensation en dernier recours sera forte, si vous voulez. Donc je crois que cette question des modèles économiques et de la tarification carbone ne peut pas être ignorée. Et la bonne nouvelle, c'est que hier, sur le marché des quotas de CO2 en Europe,
le quota de CO2 coûtait plus de 50 € la tonne de CO2, plus de 55 même, c'est très exactement 56,13. J'ai regardé ce matin sur EX. Et aujourd'hui, les énergies utilisées par les bâtiments ne sont pas encore dans ce système de quotas, mais la grande réforme qui nous attend fera que peut-être demain ils seront. Donc je crois que derrière la question de l'auditeur sur la croissance, décroissance, moi je dirais plutôt c'est quel type de croissance. Et si on veut une croissance décarbonée, il faut mettre un prix, un coût à l'émission de CO2. Un grand merci à Christian de Pertuis. Je crois que vous nous avez soufflé la thématique d'un prochain webinaire, croissance décarbonée et tarification carbone. Ça pourrait être très intéressant de travailler ensemble sur le sujet. Oh là, j'ai pris aucun engagement. Hein. Alors, je remercie très chaleureusement nos 4 intervenants pour ce webinaire qui fut très riche ce matin sur le bas carbone, fini les annonces, place à l'engagement. C'était le deuxième épisode de Aveltis engage la conversation co-conçu et organisé avec Green Solus. On était ravis d'être aux côtés d'Aveltis. On sera ravis de vous retrouver pour de prochains épisodes. Très bonne matinée, très bonne journée à tous. Merci encore. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne Allez, journée. à tous. Merci. Merci, au revoir.